Nous voici en Inde. Ce bijou d'orientalisme est lui aussi en train de renaître. C'est le pavillon des Indes. Aujourd'hui, c'est un jour important pour l'architecte Frédéric Didier. Merci. Après des mois de travaux, le pavillon doit bientôt ouvrir ses portes au public. Il faudrait qu'on puisse avancer par là maintenant. Il faut monter pour qu'on voit les bulbes. C'est l'heure des dernières vérifications. Demain, c'est le grand jour, donc il faut que tout soit parfait. On espère que ça brillera de mille feux. On regarde si l'or est vraiment encore en bon état, s'il n'y a pas eu d'incident de dernière minute, un frottement malheureux, et s'il n'y a pas de feuilles qui menacent de s'en aller. Mais globalement, non, tout est bien fait. Je dois avouer que pour moi, à titre personnel, c'est un chantier à part. Jamais on avait eu ce sentiment d'être surpris à ce point par une œuvre étonnante. Et donc, ça a été véritablement une grande aventure que de sauver cet endroit qui aurait dû disparaître, pratiquement, qui était condamné. Et donc, il y a à la fois la joie d'avoir sauvé du patrimoine et en plus ce patrimoine-là qui n'est pas un patrimoine comme les autres. Un patrimoine exotique à l'histoire hors du commun. Tout commence en 1878. Cette année-là, Paris organise une exposition universelle sur le Champ de Mars. Le futur souverain du Royaume-Uni, Édouard VII, veut y faire forte impression. Il fait alors construire ce magnifique pavillon, à la gloire de l'Empire britannique. Ce petit palais est ensuite vendu aux enchères en 2 lots. La première moitié est remontée à Saint-Malo, mais très vite, elle est balayée par une tempête. La seconde moitié, elle, est achetée par un aristocrate de Courbevoie. Mais faute d'entretien, le pavillon se délabre. Il menace même de s'effondrer. On tente alors un sauvetage de la dernière chance. Sincèrement, il fallait y croire. C'est une vraie renaissance. C'est un chantier qui a vraiment été une réhabilitation dans tous les sens du terme. On a fait appel à des techniques anciennes, la dorure à la feuille d'or. Toutes les peintures que vous avez sous les yeux, on a retrouvé la teinte d'origine avec des peintures traditionnelles à l'huile de lin. Ça, c'est des couleurs qui sont typiquement indiennes. Et miracle, sur les façades, le décor d'origine a pu être conservé. Ça, c'est des panneaux originaux de l'exposition universelle de 1878. Et donc, c'est à la fois très simple et très charmant comme économie de moyens. On a toutes ces petites consoles, alors qui sont en fait, c'est un grand jeu de construction, comme un grand Lego qui s'assemble. Et on a essentiellement la structure porteuse, c'est les poteaux qui sont ici. Tout le reste, c'est des remplissages avec des bois rapportés, vous voyez, et les petites découpures. On a joué au jeu des 7 erreurs pour reconstituer les moindres détails, pour être sûr de ce qu'il y avait. À l'intérieur de ce petit palais de Maharaja, une pièce d'exception. Un salon couvert de marqueterie très fine. Qui nous transporte à des milliers de kilomètres de Paris. Ça, c'est typiquement indien, cette forêt de colonnes avec des toutes petites portées. On est vraiment dans l'atmosphère indienne comme dans les temples et ça, c'est assez magique. J'étais il y a 2 ans dans le nord de l'Inde et on a exactement ces atmosphères, c'est-à-dire des bâtiments qui, quand ils sont en pierre, sont très clairs, mais quand ils sont en bois, sont au contraire très foncés, et avec ces perspectives que donnent ces forêts de piliers qui, en fait, sont assez étonnantes pour nous parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça. Je crois que ce bâtiment, de ce point de vue-là, est sans doute unique en France. Le joyau du palais, le voici. Cette loggia magnifique, avec vue sur la capitale. On imagine bien ici quelques chaises longues et on est là, mollement étendu, en train de rêver, peut-être en lisant un roman d'aventure exotique. Je crois qu'on est dans un Orient rêvé, qui est une invitation à un voyage immobile par l'esprit.
Et donc je crois que c'est vraiment ce qu'on appelle le dépaysement. Et avec la vue sur la Tour Eiffel, déjà à l'époque? Non, pas à l'époque, puisqu'en fait, le pavillon donc, est créé en 1878, l'exposition est démontée peu de temps après, et il faut imaginer qu'en 1888, il était déjà remonté certainement à Courbevoie, donc ça veut dire que la Tour Eiffel est arrivée que 7 ans après. C'est une petite sœur, que nous sommes antérieurs. Donc on a un dialogue, d'ailleurs vous voyez, elle est toute petite, vous êtes d'accord avec moi? Au pied du pavillon des Indes, Emmanuel Trieffe-Touchard nous a donné rendez-vous en pleine forêt. Alors là, on est un petit peu encore à Paris, effectivement, mais on est surtout en Scandinavie. Ça y est, on a franchi la Seine, presque. Ce chalet insolite, c'est un autre héritage de l'exposition de 1878. À gauche, cette façade représente la Suède, à droite la Norvège. Car au XIXe siècle, ces deux nations sont unifiées. Cette maison a elle aussi été démontée et transportée comme un mécano. C'est un bâtiment qui est unique et qui, encore aujourd'hui, s'il devait être démonté, pourrait être démonté très facilement, tout simplement parce que c'est un assemblage d'éléments en bois. C'est un peu comme les jeux pour enfants, hein. Vous savez, ça consiste à empiler en fait un certain nombre de lattes dans un sens ou dans un autre. Et on voit très bien ici au niveau de la structure, hein, du nœud, comment les différents éléments se superposent, hein. On voit que les formes, effectivement, tout est étudié pour que ça s'emboîte le mieux possible, puisque l'idée est d'éviter quand même la pénétration du froid à l'intérieur et de l'humidité à l'intérieur du bâtiment. Une architecture ingénieuse, conçue avec une grande économie de moyens. Les éléments qui sont ici sont des éléments moulés, ce ne sont pas des éléments sculptés, et ils sont réalisés à partir de sciures de bois qu'on récupère. C'est-à-dire qu'au moment de la construction du bâtiment, on récupère les éléments, donc il s'agit pour le coup de pin rouge, qu'on réutilise, on réexploite, qu'on le condense. Donc c'est compressé, hein, c'est du bois qui est compressé et qui est moulé. Donc c'est pour ça que vous avez une forme en fait qui vient se répéter presque mécaniquement. Au XIXe siècle, on a déjà pensé à la réutilisation des matériaux au moment de la construction. Donc on a quelque chose qui est un peu écologique avant l'heure, oui, disons-le. À l'intérieur, le pavillon a été transformé en musée. Ici aussi, le bois est omniprésent. C'est très chaleureux. C'est adapté, bien sûr, aux conditions climatiques des pays du Nord. Et c'est vrai que c'est tout à fait surprenant ici, où vous êtes à quelques mètres de la Seine, d'être dans cette ambiance qui rappelle complètement plutôt une ambiance d'hiver neigeux et de forêt de pins. Retour à la cité universitaire. Ce soir, ici aussi la Suède est à l'honneur. Les étudiants célèbrent une tradition de leur pays, la Sainte-Lucie. Et les résidents sont venus en nombre pour assister au spectacle. Ces chants venus du nord s'élèvent dans le ciel de la capitale. Et cette nuit, plus que jamais, un Paris insolite se révèle. Dans la ville lumière, le bout du monde est parfois juste au coin de la rue. Voilà pour ce Paris insolite, étonnant, qui nous fait revenir sur le toit du Grand Palais avec cette vue exceptionnelle sur la capitale et tout particulièrement sur cette statue de Minerve protégeant les arts, une statue signée Raoul Verlet. Ainsi se termine ce numéro spécial des Racines et des Ailes consacré à Paris, Paris nouveau, Paris rétro, Paris insolite. Vous pouvez bien sûr nous retrouver sur notre site internet et sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Et avec toute l'équipe du magazine, Patrick Charles, Isabelle Richard et Jean-Luc Orabona, je vous remercie de votre fidélité. Bonne fin de soirée à vous tous. Tout de suite, le Grand Soir 3. À bientôt.
Prolongez